Cela fait aussi plus de 2 ans qu'on a sur notre sol un réfugié vraiment pas commode, le général de Gaulle, le chef de la France libre. Exilé à Londres, condamné à mort par Vichy, il n'a presque pas de soldats, mais ça ne l'empêche pas de prétendre incarner la France en guerre. C'est une histoire longtemps restée secrète. Un épisode héroïque de la Seconde Guerre mondiale. La mission de 2 espions dans Paris occupé. 2 espions parachutés depuis Londres à l'hiver 1943. Le colonel Passy, patron des services secrets du général de Gaulle, et Pierre Brossolette, son numéro 2, et son ami. Leur mission, rassembler la résistance pour préparer le débarquement. Si jamais je suis capturé, j'avalerai ma pilule de cyanure. Elle est cachée dans ma chevalière. Passy et Brossolette doivent convaincre des résistants endurcis par la clandestinité, traqués par la Gestapo, infiltrés par des traîtres. Nous n'avons pas le droit à l'échec. Ce qui se joue, c'est le sort de la France. Une mission cruciale. À Londres, le général de Gaulle joue son avenir. Je m'appelle Forestier Thomas. Je suis un espion anglais. Oui, je sais, ça ne s'entend pas. C'est parce que j'ai longtemps vécu en France avant la guerre. C'est moi qui vais vous raconter cette histoire. Tout simplement parce que j'y étais. Avec Passy et Brossolette, on a plongé ensemble dans Paris occupé. J'étais là pour les aider, et aussi, je dois l'avouer, pour les surveiller un peu. Le colonel Passy et Pierre Brossolette sont les 2 maîtres espions du général de Gaulle. Le numéro 1 et le numéro 2 de ses services secrets. Passy est un militaire. Il est très jeune, à peine 31 ans, mais il a déjà une sacrée autorité. Brossolette, lui, a 10 ans de plus. Il est plus flamboyant, plus politique. Passy est l'un des premiers à rejoindre la France libre. Il n'est encore que le capitaine André de Wavrin quand il rencontre pour la première fois le général de Gaulle, le 1er juillet 1940. Passy vient juste d'arriver à Londres après s'être battu en Norvège. On m'a fait entrer dans une grande pièce, très claire, qui donnait sur la Tamise. J'ai salué militairement, et là, la forme immense du général s'est levée derrière son bureau. Il m'a posé une série de questions rapides, voire un peu brutales. Êtes-vous d'actif ou de réserve? Que faisiez-vous pendant la guerre? Parlez-vous l'anglais? Rien n'avait préparé Passy à l'action clandestine. D'ailleurs, aucun d'entre nous n'avait d'expérience dans ce domaine. C'était entièrement nouveau. Et puis d'un coup, le général a conclu. Bien. Vous serez le chef de mon 2e bureau. Le 2e bureau, c'est l'espionnage. Je n'avais pas la moindre idée de ce qu'était un service de renseignement. Mais bon, j'ai accepté et je lui ai tout de suite demandé de l'argent, des moyens de transmission et des hommes. De l'argent, je n'en avais pas. Des moyens de transmission, je n'en avais pas. Et des hommes, il n'avait qu'à en trouver dans les rues de Londres. De Wavrin prend comme pseudo le nom d'une station de métro parisien, Passy. Il crée en partant de zéro le BCRA, le Bureau central de renseignement et d'action. C'est l'ancêtre des services secrets français. Polytechnicien, Passy est un organisateur hors pair. En 2 ans, il couvre la France d'agents clandestins. Pierre Brossolette, l'adjoint de Passy, est fait d'un autre bois. C'est un homme de gauche, un normalien, un journaliste déjà célèbre dans les années 30. Il fait partie de ceux qui étaient prêts à risquer une guerre pour arrêter Hitler. Il nous a rejoints à Londres en 1942. The only distinction now is
resistance with General de Gaulle or collaborator with Pétain and Laval. And we say that 90% of the French people is resistant with General de Gaulle. Brossolette nous apporte beaucoup. C'est un esprit brillant. Il a été le premier à avoir vu la France de demain, cette France rassemblée et sauvée par de Gaulle. En somme, il a inventé le gaullisme comme doctrine. À Londres, j'ai vu naître une amitié improbable. J'ai toujours su qu'un jour ils partiraient ensemble sur le terrain, mais je ne savais pas que ce serait pour une mission ultra sensible, et encore moins que ce serait avec moi. Cette mission, elle est née d'une querelle de géants, entre De Gaulle, Roosevelt et Churchill. En Angleterre, en janvier 1943, cela fait déjà plus de 2 ans qu'on vit sous les bombes d'Hitler. Cela fait aussi plus de 2 ans qu'on a sur notre sol un réfugié vraiment pas commode, le général de Gaulle, le chef de la France libre. Exilé à Londres, condamné à mort par Vichy, il n'a presque pas de soldats, mais ça ne l'empêche pas de prétendre incarner la France en guerre. Nous espérons qu'un jour, une force mécanique supérieure nous permettra d'avoir la victoire et de délivrer la patrie. Début 1943, De Gaulle est furieux. Pourtant, la guerre est en train de basculer, exactement comme il l'a prévu. L'Allemagne est prise en étau. À l'ouest, les Alliés se sont emparés de l'Afrique du Nord. À l'est, les Russes triomphent à Stalingrad. On est tous convaincus que le débarquement en France, c'est pour bientôt. De Gaulle a de bonnes raisons d'être furieux. C'est au moment où la victoire se dessine enfin que Roosevelt et Churchill décident de le mettre sur la touche. Ce n'est un secret pour personne. Roosevelt, le président des États-Unis, n'aime pas De Gaulle. Il lui préfère un autre officier français, le général Giraud. Giraud est pétainiste, mais c'est un militaire prestigieux. Et surtout, il est bien plus docile que De Gaulle. Pour le chef de la France libre, Giraud est un rival dangereux. À l'époque, leur conflit est terrible. Mais enfin, Giraud prétend ne pas faire de politique. Mais en réalité, il est à la remorque des États-Unis. Il fait comme si la France n'existait plus, comme si elle n'avait plus à faire entendre sa voix. Et naturellement, cela convient parfaitement à Churchill et à Roosevelt. Eh bien, c'est inacceptable. Et d'ailleurs, je ne l'accepterai pas. Même Churchill, qui le tient à bout de bras depuis juin 1940, est prêt à l'écarter. Il faut dire que notre Premier ministre a trop besoin de l'aide américaine pour contredire Roosevelt. De Gaulle est exaspérant. Il refuse de m'écouter. Et si je continue à le soutenir, il va me fâcher avec le président Roosevelt. Et pourtant, je l'ai prévenu. Hein. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, « Mon général, si vous m'obstaclerez, je vous liquiderai. » Et pour De Gaulle, le plus humiliant, c'est la conférence d'Anfa à Casablanca. C'est ce qui va le convaincre que notre mission est vitale. Roosevelt et Churchill sont assez cruels avec lui. Ils le convoquent au Maroc, en terre française, et ils le coincent avec son rival devant les caméras. On a obligé De Gaulle à serrer la main de Giraud devant tous les photographes. Aux États-Unis, on appelle ça mariage au pistolet. That's an historic moment. Want to play a game? Yes, if you please. Most of the men Okay. Je suis tombé dans un tracteur. Pour satisfaire Roosevelt, Churchill me trahit. Il fait comme si De Gaulle n'existait pas. Mais De Gaulle, c'est la France. Il dépend entièrement des États-Unis et de l'Angleterre. Mais non,
Il brave le monde entier. Il prétend être la France, mais il n'est pas la France. Je ne le reconnais pas comme la France. Alors, pourquoi discute-t-il avec moi si je ne suis pas la France? Le général joue sa survie. Pour écarter Giraud, il doit se rendre incontournable aux yeux des Alliés. Et pour ça, il a un plan. Rassembler toute la résistance. D'abord pour prouver qu'il en est bien le chef, et ensuite pour avoir une armée secrète. Une armée de saboteurs qui sera cruciale le jour du débarquement. C'est à cela que va servir notre mission. Rassembler les résistants. À l'époque, on est loin du compte. La résistance est éparpillée. La France a été coupée en 2 zones par les Allemands. En zone sud, celle de Vichy, les chefs de combat de Libération Sud et de Francs-Tireurs ont déjà rallié De Gaulle. Des résistants de la première heure, qui ont été convaincus dès 1942 par Jean Moulin, l'envoyé du général. Il m'a fallu du temps. Et j'ai dû tordre quelques bras. Mais aujourd'hui, en zone sud, l'essentiel est acquis. Les 3 mouvements travaillent ensemble. Ils ont tous reconnu l'autorité du général de Gaulle. Et nous avons créé une armée secrète. Faire la même chose en zone nord, celle de Paris, c'est maintenant la priorité du général. C'est là que le débarquement aura lieu et que la résistance sera la plus utile. Mais c'est à peu près tout ce qu'on sait. En zone nord, la plupart des mouvements sont inconnus de Londres. On n'a qu'un vague contact avec l'OCM, l'organisation civile et militaire du colonel Touny. Mais on se méfie un peu de lui. Et il y a aussi les communistes. Eux, ils ne veulent pas seulement la victoire, ils veulent le pouvoir. Si je veux rassembler les Français à la libération, je dois commencer par rassembler tous les résistants. Grâce à Moulin, c'est fait en zone sud, mais il y est encore. Passy et Brossolette sont parfaitement qualifiés pour en faire tout autant dans la zone nord. Cela fait des mois que Passy et Brossolette réclament à De Gaulle de partir en mission. Ils sont prêts à prendre tous les risques. Le général sait qu'il peut compter sur eux. Le général de Gaulle attend des résultats. Il nous faut vite rassembler les résistants de zone nord derrière lui. Brossolette a fait de la politique. Il connaît tout Paris. Il a déjà l'expérience de la résistance. Cela va nous faire gagner un temps précieux. Passy, c'est un monstre de sang-froid. Et puis c'est le patron. Voir le chef du BCRA arriver sur le terrain, ça va en imposer aux chefs résistants, même les plus rebelles. Leurs faux papiers sont prêts. Ils ont déjà choisi leur nom de code. Arquebuse pour Passy, Brumaire pour Brossolette. Mais il y a un problème. Churchill bloque Passy à Londres. Il met son veto au départ du chef des services secrets français en territoire ennemi. Non, je refuse. Cet officier connaît tous nos secrets. Je ne vais pas courir le risque qu'il tombe dans les mains des nazis. Vous savez, on peut faire parler n'importe qui sous la torture. Hein. Malheureusement, ça veut dire que je dois partir seul. Espérons que les choses vont s'arranger et que Passy pourra me rejoindre, vite. Je me suis laissé pousser la moustache, moi qui n'en ai jamais porté. Et surtout, j'ai éteint ma mèche blanche, qui est vraiment reconnaissable. Je suis sûr que ma photo est déjà dans les fichiers de la Gestapo. J'emporte mon ordre de mission caché dans le talon de ma chaussure. C'est une mission politique. Et à ce titre, je suis sans doute le Français de Londres qui a le plus d'expérience. Brossolette. Et ce n'est pas à lui de s'occuper de la zone nord, c'est à moi. Écoutez, il faut être cohérent. J'ai unifié la zone sud. La logique, c'est que je sois chargé de toute la France. Moi, je connais bien la mentalité en zone nord. Ils ont l'esprit guerrier. En zone sud, on aime la palabre. Moulin. Ça, c'est un homme de la zone sud. Ce sont les Allemands qui ont coupé le pays en deux, et c'est ça qu'il faut abolir. Et je suis la meilleure personne pour le faire.
Brossolette part seul. À chaque départ, on prévient les agents du BCRA en France par un message à la BBC. Ici, Londres. Veuillez écouter maintenant des messages personnels. Gaby, mange ta soupe, ma chérie. À la radio, Brossolette, c'est Atala. Atala viendra ce soir. Je répète, Atala viendra ce soir. Brossolette s'envole en Lysander, un petit avion tout-terrain qui peut atterrir dans un simple champ les nuits de pleine lune. C'est comme ça qu'il arrive en France le 26 janvier 1943. La capitale est quadrillée par plus de 30 000 Allemands. Mais à Paris, Brossolette est chez lui. C'est ici qu'il a vécu les débuts de l'occupation. Il a été l'un des premiers résistants. Il a même tenu une librairie qui a servi pour des rendez-vous clandestins. Il connaît le terrain. Mais il ne peut pas tout faire seul. C'est pour ça que Passy doit vite me rejoindre. D'ici là, je vais préparer le terrain. Les choses finissent par bouger pour Passy. Churchill a levé son veto. C'est un peu grâce à nous, les services secrets anglais. On travaille tous les jours avec le BCRA pour préparer le débarquement. On sait que Passy est l'homme de la situation. Et on en a convaincu notre Premier ministre. J'ai moi-même envoyé en France de nombreux agents. Certains ont été capturés, d'autres sont morts. C'est à mon tour maintenant de prendre ma part de risque. Passy, c'est pas franchement un sentimental. Pourtant, il m'a dit qu'avant son départ, il a écrit au général pour lui demander de veiller sur ses enfants, s'il lui arrivait malheur. Je pars cette nuit. Je viens d'aller saluer le général. Et pour une fois, il m'a serré la main. Je vous mentirais si je vous disais que ça ne m'a rien fait. Dans le métier d'espion, on se fait toujours pincer. Eh bien, je lui ai donné l'ordre de ne pas se faire pincer. C'est à ce moment-là que je suis embarqué dans cette histoire. C'est une condition de Churchill, mettre un de ses hommes dans l'équipe. Il veut garder un œil sur la mission. Et c'est moi que Passy propose. Je suis du SOE, le plus musclé des services secrets de Sa Majesté. J'ai pas choisi ce métier pour moisir dans un bureau. À l'époque, je n'en peux plus d'attendre. Ça y est, je viens d'apprendre que je pars. Je vais enfin retrouver Paris. Ça va être du sport, mais Passy sait qu'il peut compter sur moi. On en a parlé 1000 fois. Yeo Thomas parle français comme un Français. Il connaît Paris comme sa poche. Il a dirigé la maison de parfum Molineux pendant des années. Et puis avoir un officier anglais avec nous, je suis sûr que ça va avoir son effet sur les chefs résistants. De Tommy à José. Nous reboirons bientôt du bon vin de Chignin. Je répète. Avant de partir, je fais diffuser à la BBC un message codé pour annoncer mon retour à José, Joséphine Dupuis. À Paris, elle était l'institutrice de mes filles. On est devenus amis. En juin 40, avant de quitter la France, je lui ai écrit une carte pour lui promettre que je reviendrai. J'ai entendu le message de Tommy hier soir. J'étais folle de joie. Il est vivant, il va revenir, il me l'avait promis. Mais Tommy va trouver Paris terriblement changé depuis son départ. Les Boches nous prennent tout. Les boutiques sont vides, tout est rationné. Il faut des tickets pour tout. Paris est pillé par l'occupant. Chaque jour, des trains bourrés de nourriture et de marchandises partent pour l'Allemagne.
les usines Renault à Billancourt fabriquent maintenant des tanks pour la Wehrmacht. Pour moi qui adore la France, c'est insupportable. C'est parti. Avec Passy, on arrive sur une base secrète au sud de l'Angleterre. Les Anglais ont des procédures très strictes. Ils ont contrôlé tous nos bagages et ils ont bien sûr vérifié qu'il n'y avait plus aucune étiquette britannique sur nos vêtements. Les collègues nous donnent tout l'attirail du parfait agent secret. Des armes, des faux papiers, de l'argent, un appareil photo miniature. Et c'est là qu'on nous pose la question rituelle. Est-ce que vous voulez emporter une pilule de cyanure? On nous a promis qu'avec ça, on y passe en 5 secondes. J'ai caché la mienne dans la poche de mon gilet. Je l'ai cachée dans ma chevalière. Mais juste avant le départ, je me suis fait peur. Je me suis passé un peu d'eau sur le visage en oubliant de l'enlever. Et le poison est entré en contact avec l'eau. Et d'un coup, je me suis mis à gonfler. J'ai bien cru que la mission était finie avant d'avoir commencé. Il avait les yeux qui gonflaient, les lèvres. J'ai cru qu'il allait s'étouffer. Heureusement, j'ai vite dégonflé. On m'a donné une autre pilule et quelques heures plus tard, j'étais dans l'avion. On décolle à minuit, tout feu éteint. On atteint la côte française en moins d'1 heure. Et là, ça barde. La défense antiaérienne allemande nous canarde. On sait que beaucoup ne passent pas ce barrage. Nous, on passe. Mais le plus dur reste à faire. Il faut trouver le terrain, une aiguille dans une botte de foin. Et pour ça, notre pilote n'a que sa boussole, la lumière de la pleine lune et les agents du BCRA qui nous attendent en bas. Pour moi, ça a été une grosse pression. Pensez donc. Réceptionner le chef du BCRA en personne, le grand patron. J'avais pas le droit à l'erreur. Alors j'ai choisi d'utiliser un champ à une quinzaine de kilomètres de Lyons-la-Forêt, en Normandie. C'est Dutertre, un de nos agents du coin, qui l'a repéré. Il est assez grand pour un atterrissage et donc parfait pour un parachutage. J'ai une bonne petite équipe avec Dutertre. Son neveu, Lucien, et le pharmacien Vinet. On a chacun une lampe et on forme un triangle pour baliser le terrain. Dès qu'on aperçoit le bombardier, on échange avec lui le signal convenu. Je saute aussitôt après Passy. J'ai déjà sauté à l'entraînement, mais là, c'est pas pareil. Quand le parachute s'ouvre, ça secoue bien, et puis très vite, tout devient calme. Je peux voir au-dessus de moi le bombardier qui s'éloigne, et en dessous, je vois les lumières du balisage. J'aperçois des silhouettes. Je touche à peine le sol que Jaco est déjà près de moi. Le temps de me débarrasser de mon parachute, il m'emmène jusqu'à un petit bois. Tout ça en silence. Et là, il y a 2 bicyclettes, une pour Yéo, une pour moi. Alors je leur demande de me confier tout ce qu'ils ont de compromettant. L'argent, les courriers, évidemment les armes. Et c'est moi qui vais me charger d'envoyer tout ça à Paris par mon réseau. Ensuite, on quitte Jaco et on part à vélo avec le reste de nos bagages. Notre angoisse, c'est de croiser une patrouille. Les frites ont sûrement entendu le bruit de l'avion. On avance en silence, prêt à sauter dans le fossé au moindre bruit. Soudain, la courroie de mon porte-bagages casse net. J'accroche ma valise sur le guidon, mais elle n'arrête pas de tomber en faisant un boucan terrible. On fait 15 km comme ça et on arrive à Lyons-la-Forêt, où on est hébergé par Vinet, le pharmacien, et sa femme Denise. C'est des gens vraiment courageux. Ils risquent gros. Pourtant, c'est eux qui nous voient comme des héros tombés du ciel. Dans la chambre, on se fait une grosse frayeur quand je demande à Passy pourquoi il a 2 valises. Je croyais qu'il en avait laissé une à Jaco. Je n'ai évidemment apporté qu'une seule valise. C'est quand on a ouvert la seconde qu'on s'est fait peur. Des grenades, des revolvers. Si nous avions été contrôlés en chemin, notre compte était bon. Le lendemain matin, on attend le train pour Paris à la gare de Rouen. C'est là qu'on découvre ce qu'est l'occupation.
Les gars qui arrivent de Londres sont complètement perdus. C'est moi qui dois les mettre au courant de toutes les choses de la vie quotidienne. Faut éviter qu'ils aient l'air d'arriver d'une autre planète. Le moindre détail peut les trahir. Jaco nous a dit, ne vous aviez surtout pas de commander un café crème. Il n'y a plus de crème depuis longtemps. À un moment donné, je vois le regard de tueur que Yo Thomas jette à des soldats allemands. Je me dis, oula, et je lui explique. Ici, mieux vaut garder ses sentiments pour soi. J'enrage de voir partout des frites en uniforme. Je décide de les ignorer. J'avale mon café sans crème et ma colère avec. Passy et moi, on n'a pas remis les pieds à Paris depuis 1940. Pour nous, le choc est violent. Avec le rationnement, il n'y a pratiquement plus de viande, ni de beurre. Le plus souvent, les gens doivent se contenter de topinambour et de rutabaga. Paris semble au bord de la famine. C'est comme si toute la population avait vieilli d'un coup. Les visages sont fatigués. Les mains sont abîmées. J'ai vu des femmes frigorifiées faire la queue devant des magasins presque vides. Mais les Boches, eux, ils ne se privent de rien. En marchant dans les rues, je suis d'abord frappé par le silence. Pas un bruit, pas une voiture. Tout le monde a l'air déprimé. On croise parfois des juifs avec l'étoile jaune sur la poitrine. Les rafles continuent. Pour eux, sortir dans la rue, c'est s'exposer au pire. Brossolette nous attend depuis un mois. Il habite dans un bel immeuble du 16e, où logent aussi des officiers de la Gestapo. C'est plutôt malin de se cacher dans la gueule du loup. Mais quand on monte chez lui pour le retrouver... Inutile de vous dire que je les attendais avec une certaine impatience. Mais enfin voilà, c'est bon. Ça y est, ils sont là, on va pouvoir commencer à travailler ensemble. J'ai déjà posé quelques jalons. Mais la première chose, c'est la sécurité. Brossolette emmène Passy dans la planque qu'il lui a préparée. C'est un appartement en rez-de-chaussée, près de la place des Ternes. En mission, chacun a sa propre planque. C'est la règle. Je suis content de ma trouvaille. Cette planque a 2 issues. Elle donne sur une petite cour intérieure par laquelle on peut s'échapper en cas de descente de police. Un ami nous ravitaille en œufs et en légumes. Le soir, il vaut mieux éviter les restaurants. Et j'ai réussi à trouver un peu de charbon au marché noir, en payant le prix fort. Dans la rue, le risque est permanent. Il y a des contrôles partout. L'occupant envoie tous les hommes de 18 à 32 ans travailler en Allemagne. C'est le STO, le service du travail obligatoire. Les nazis traquent ceux qui refusent de partir. Et la police française fait du zèle pour les aider. Ici, on ne dit pas le STO, on dit la déportation. Et moi, j'ai justement l'âge d'être déporté. Du coup, j'ai souvent l'impression que les gens me regardent comme une espèce de monstre. Ils se demandent ce que j'ai bien pu faire pour y échapper. Moi, je tombe d'emblée sur un barrage, place Victor Hugo.
Chaque gendarme allemand fait la paire avec un policier français. Double contrôle, double danger. C'est passé tout près. Mais à Londres, ils ont bien bossé. Mes faux papiers sont mieux que des vrais. Et avec une petite touche d'accent parisien, le tour est joué. La Gestapo ignore qu'on est à Paris. Mais avec leurs 20 000 informateurs, ils finiront bien par apprendre que les deux chefs des services secrets de Gaulle sont sous leur nez. Si on est capturé, on sait ce qui nous attend. La torture. À Paris, l'esprit de résistance affleure partout. Des graffitis écrits à la va-vite. Des tickets de métro pliés en V de la victoire. Des tracts imprimés sur du mauvais papier. Mais pour dénicher les chefs résistants, c'est une autre histoire. Heureusement, Brossolette a pu nouer des contacts. Notre premier rendez-vous, c'est à Porte-Maillot. En mission, il y a un protocole. Chacun arrive par un chemin différent et on se retrouve à une heure précise. S'il manque quelqu'un, on se retrouve le lendemain au même endroit, mais une heure plus tôt, pour limiter les risques. Le premier chef résistant qu'on rencontre, c'est le colonel Touny, un ancien officier de cavalerie. Il a créé un mouvement puissant, l'OCM, l'Organisation civile et militaire. Touny, on le connaît déjà à Londres. On sait que c'est une forte tête. Pour nous, c'est très important de recevoir des envoyés de Londres. Surtout des proches du général de Gaulle. La première chose que je veux savoir, c'est où en est le débarquement. Est-ce qu'il aura bien lieu cet été, comme on le dit? Sur sa question du débarquement, j'ai noyé le poisson. Nous, on sait bien que c'est pour l'année prochaine, mais il ne faut surtout pas démoraliser les gars sur le terrain. Nous, notre priorité, c'est qu'il accepte d'entrer dans l'armée secrète. De Gaulle, c'est notre chef. C'est normal que je mette mes troupes sous ses ordres. Mais l'OCM, c'est 40 000 hommes. C'est déjà une petite armée. C'est logique que ce soit moi qui prenne le commandement de l'armée secrète. 40 000 hommes. Touny exagère. Mais c'est vrai que l'OCM a des gars partout. Dans les chemins de fer, les compagnies de téléphone et d'électricité. Ça sera utile le jour J. C'est vrai que l'OCM, c'est ce que nous avons de mieux. Elle sera la colonne vertébrale de l'armée secrète. Mais pour De Gaulle, hors de question qu'elle soit dirigée par un chef de mouvement, quel qu'il soit. Ah, Touny est tombé de haut quand il a appris qu'il ne dirigerait pas l'armée secrète. Londres m'avait promis que je dirigerais la résistance en zone nord. Et maintenant, ils font marche arrière. C'est vraiment une histoire de corne-cul. Après ça, nous avons été obligés de lui passer un peu de pommade. Nous ne pouvons pas prendre le risque qu'ils laissent tout en plan. Qu'ils envoient les armes. Et on a besoin d'argent aussi. Je sais pas s'ils se rendent compte, mais la vie clandestine, ça coûte une fortune. Faut payer les planques, faut graisser des pâtes, faut nourrir nos hommes. Touny, il est intelligent. Nous sommes les seuls à pouvoir lui fournir l'argent et les armes qu'il réclame. Il doit nous donner une liste de terrains sur lequel on pourra lui parachuter tout ça. S'il tient sa parole, nous tiendrons la nôtre. L'OCM de Touny, c'est fait. Mais il y a les autres mouvements qui, évidemment, se cachent. Tout un monde clandestin. On a besoin d'un guide. Et il faut qu'on reste sur nos gardes. Notre deuxième rendez-vous est dans le salon privé d'un restaurant chic. On se dit que la Gestapo ne viendra pas nous chercher là. On rencontre Manès, le bras droit de Moulin en zone nord. Manès a de précieux contacts, mais il a une dent contre nous. Mon patron m'a dit de me méfier de Brossolette. Je sais qu'il raconte partout que Moulin est un ambitieux, et comme si ça suffisait pas, il vient de me piquer un de mes agents. Et juste pour assurer leur ravitaillement. Et pour qui il se prend, c'est pas sérieux. Manès et ses états d'âme, ça n'est pas notre problème. Nous représentons le général de Gaulle. Manès est un de ses soldats, que je sache. Il n'a qu'à obéir.
Leur mission, j'y crois pas trop. Les résistants, c'est des têtes dures. Hein. Ce sont pas des soldats ordinaires, hein, ce sont des rebelles. Et s'il y a un homme capable de les amadouer, c'est bien mon patron. Mais bon. Moulin m'a donné l'ordre de les aider, alors je les aide. Manès doit nous mettre en contact avec 3 mouvements qu'on ne connaît pas. On va faire un pas de géant. Mais le surlendemain, Manès est arrêté par la Gestapo. Jusque-là, la Gestapo n'avait aucune raison de soupçonner notre présence. Maintenant qu'ils tiennent Manès, nous pouvons craindre le pire. S'il craque sous la torture, nous sommes grillés. Ce jour-là, tout s'écroule. La police française arrête aussi une centaine de résistants. On sent que le danger se rapproche. On décide de ne plus bouger pendant une semaine. Notre priorité, c'est toujours de contacter les résistants et de les unir derrière De Gaulle. Sauf que maintenant, on doit se débrouiller tout seul. Moi, pour les aider, je compte sur mon propre réseau. C'est comme ça que je recrute José, mon amie institutrice. Tommy m'a proposé de le seconder et j'ai accepté. Je suis pas naïve, je connais les risques. Mais quand je vois ce qu'un Anglais est prêt à faire pour libérer la France... Je connais des étudiantes qui sont prêtes à nous servir comme agents de liaison. Elles ne sont pas soumises au STO. Et puis les jeunes femmes à vélo. Elles sont toujours moins fouillées que les garçons. Ces messagères sont essentielles à la résistance. Elles se fondent dans la masse des bicyclettes. Comme il n'y a plus d'essence, on ne voit plus que ça dans Paris. À part quelques véhicules bizarres. Mais pour renouer le contact avec les mouvements, les messagères ne suffisent pas. C'est Jaco qui peut nous sauver la mise. Lui, c'est un vrai agent de terrain. Et depuis qu'il est là, il lui est arrivé de donner des coups de main aux communistes. Pas les chefs, bien sûr. Mais ça nous fait déjà une porte d'entrée. Mais là, le contact avec les chefs communistes, ça va pas être de la tarte. C'est les plus méfiants de tous. Et vu comment ils sont organisés, en cellules de 3 gars étanches les unes par rapport aux autres, il leur faut un temps fou pour faire remonter un message jusqu'au chef, quoi. Les résistants communistes sont les plus actifs. Ils ont des groupes armés bien organisés. Les FTP, les francs-tireurs et partisans. Ils multiplient les attentats. Ils appellent ça l'action immédiate. Jaco a réussi à nous décrocher un rendez-vous décisif. C'est place du Trocadéro, dans un café. On rencontre Mercier, un des chefs du parti. Un type pas désagréable, mais qui nous prend pour des amateurs. Moi, je représente le Parti communiste. On est le seul parti à ne pas avoir été balayé en 40 et le seul qui continue à se battre. On n'a aucun problème à reconnaître l'autorité de De Gaulle. On lui a même envoyé un représentant à Londres. Mais après la guerre, ce sera une autre chanson. Mercier, avec son ton onctueux, nous dit notre seul but, c'est de lutter contre l'occupant et blablabla, blablabla. Mais la réalité, quelle est-elle? C'est que dès que ça les arrangera, ils feront cavalier seuls pour nous griller la politesse. On se méfie des communistes. On sait qu'à la Libération, ils vont essayer de prendre le pouvoir par les armes. Mais on a besoin d'eux. Pour le moment, ce qui nous intéresse, ce sont les FTP. Ce sont eux les plus nombreux. Eux disent 100 000 hommes. C'est sûrement moins, mais ça reste énorme. Mais quand on demande à Mercier si le parti est prêt à les verser dans l'armée secrète, nouvelle pirouette. Passy et Brossolette ont manifestement été mal renseignés, puisque c'est moi qui ai dû leur expliquer que les FTP ne sont pas les troupes du Parti communiste,
mais celle du Front National. C'est un mouvement totalement indépendant, qui rassemble des patriotes de toutes tendances. Le Front National, c'est une belle supercherie. Le Parti communiste, il a créé ce mouvement pour doubler De Gaulle, lui couper l'herbe sous le pied, en rassemblant lui aussi tous les résistants. Sauf que le Front National, lui, avance masqué. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut reconnaître que le Front National contrôle les FTP. On est bien obligé de travailler avec lui. Ce ne sera pas simple, mais je leur ai proposé d'organiser un rendez-vous avec le chef du Front National. Alors, je ne connais pas son vrai nom, mais je sais que son nom de guerre, c'est Villon. Villon. Personne ne connaît ce mystérieux chef des FTP. Ça va prendre un temps fou avant de le rencontrer. En attendant, on envoie notre rapport. Alors, la liaison avec Londres, c'est mon boulot. Donc voilà comment je procède. D'abord, je dois coder tous les messages. Et ça, c'est un vrai travail de bénédictin. Ensuite, je les dissimule dans une boîte d'allumettes ou un paquet de cigarettes. Et je confie ce colis à un agent de liaison qui ne connaît pas le destinataire. Lui, il le remet à un autre agent qui ne connaît que le destinataire. Et ce destinataire, c'est l'un de mes opérateurs radio. Voilà, j'en ai 6. Et je les ai installés à l'extérieur de Paris, parce que souvent la banlieue, c'est plus sûr. Les opérateurs radio font l'un des métiers les plus dangereux de la résistance. Beaucoup n'y survivent pas. Les Allemands les repèrent avec des moyens techniques redoutables. Des camions goniométriques. Ils rôdent en permanence. Ils peuvent à tout moment localiser un émetteur. Au même moment, au siège de la France libre, notre mission est chamboulée par Moulin. De retour à Londres après un an passé en zone sud, Moulin demande au général de lui donner les pleins pouvoirs en France. La zone nord et la zone sud, c'est fini. Chacun doit abandonner sa petite chapelle. Le seul mot d'ordre, ça doit être l'unité de toute la résistance derrière De Gaulle. C'est le moment de créer un conseil de la résistance qui rassemble tous les mouvements, de la zone nord comme de la zone sud. Ce sera une sorte de parlement clandestin de la résistance, qui renforcera la légitimité du général. Mais cela ne suffit plus. Aujourd'hui, il faut aussi compter avec les anciens partis politiques qui se sont reconstitués dans la clandestinité. Il faut les intégrer. Mais pour parvenir à rassembler tout ce beau monde autour d'une table, il faut qu'il n'ait qu'un seul interlocuteur. Le général signe de nouvelles instructions pour Moulin. Créer un conseil de la résistance en intégrant les partis politiques. Désormais, la mission de Moulin prend le pas sur celle de Passy et Brossolette. Maintenant, au moins, c'est écrit noir sur blanc. Passy et Brossolette doivent attendre mon retour à Paris et ne prendre plus aucun engagement, et surtout pas avec les communistes. Moulin va bientôt nous rejoindre à Paris. On sait maintenant que le temps nous est compté. Passy et Brossolette pourraient tout arrêter et l'attendre. Mais ils choisissent de foncer. Ça se débloque tout juste. On vient d'établir le contact avec les mouvements. Que faut-il faire? Attendre? Prendre le risque qu'ils s'impatientent? Évidemment non. Faut avancer. On court d'un rendez-vous à l'autre. Nous utilisons surtout le vélo-taxi. C'est le moyen de transport le moins contrôlé. On multiplie les contacts. Souvent dans des lieux publics. C'est plus sûr. Sur le pont Mirabeau, on rencontre les chefs du mouvement, ceux de la résistance. Ils se rallient à De Gaulle sans condition. En moins de 2 semaines, on convainc aussi les chefs de Libération Nord et de ceux de la Libération. Des mouvements plus petits que l'OCM de Touny,
mais avec le même esprit guerrier. Parmi eux, une vraie tête brûlée, Médéric, le chef militaire de ceux de la Libération. C'est pas trop tôt. Ça fait plus de 2 ans qu'on résiste seul. On n'a pas de moyens, on n'a quasiment pas d'armes. Alors les envoyés de Londres, c'est comme le Père Noël. Hein. Maintenant, on va vraiment pouvoir pourrir la vie des Boches. Médéric, c'est un impulsif. C'est un vrai guerrier de l'ombre. Il m'a raconté comment, il y a 3 jours, il a emmené un de ses gars qui avait trahi faire une petite balade. Et la résistance, c'est pas pour les fillettes. Hein. Quand ça va de travers, faut couper la branche pourrie. Il s'appelle Louis Goron. C'est un pauvre type qui s'est fait retourner par la Gestapo. Un traître. Je me suis chargé moi-même du sale boulot. Je suis allé le chercher chez ses parents à Sèvres. Et sur la route vers le bois de Meudon. Pour être sûr, j'en ai collé une 2e dans la cervelle. Ça fait une belle fripouille de moi. Ces gars de zone nord, ce sont des durs de durs. Mais au moins, tous sont gaullistes. Mais il y a un os. Ils peuvent pas sentir ceux de zone sud. Là-bas, ils font que discutailler. Nous, ça fait 2 ans qu'on se bat contre la Gestapo. Et je peux vous dire que c'est autre chose que les Pandores de la police de Vichy. Et puis c'est pas tout. Ils ne veulent pas entendre parler des partis politiques. C'est sûr, ça va coincer. Les résistants détestent les anciens partis. Les radicaux de Daladier, les républicains de Reynaud, les socialistes de Blum. Pourtant, De Gaulle veut les intégrer dans le futur Conseil de la Résistance. Ça passe très mal. Les partis d'avant-guerre, on n'en veut plus. Ils sont tous responsables de la défaite. Tous ces politicards de la Troisième République, ils nous ont mis dans une belle merde. Si on les laisse revenir, ça va créer un tel dégoût et de telles discordes que ça deviendra impossible de redresser le pays. Il faut les écouter, ces résistants. Ils ont les mains dans le cambouis. Ce sont eux qui sentent le mieux le pays. C'est ce que j'ai demandé à Londres, dans mon dernier télégramme. Imaginez ma surprise en recevant ce télégramme. C'est intolérable. Ils se foutent de tout ce qu'on a décidé ici. Et ils profitent de mon absence pour n'en faire qu'à leur tête. Intégrer les partis politiques, c'est un ordre du général et ça ne se discute pas. Et qu'ils arrêtent de négocier avec les communistes. Ils se font balader. Quand on est sur le terrain, on voit les choses de façon très différente. Je me ferai une joie de l'expliquer à mes amis de Londres. Si bien sûr, messieurs les Boches ont le bon goût de me laisser repartir. Surtout qu'on vient de faire une percée majeure avec les communistes. On a enfin rendez-vous avec le grand patron des FTP, le mystérieux Villon. On commençait à douter de son existence. Pour aller jusque chez Villon, ça a été un vrai gymkhana. On a d'abord attendu au Luxembourg, devant le kiosque à musique. C'est ce qui était convenu. Là, un jeune émissaire s'avance et, sans un mot, nous entraîne dans un parcours sans queue ni tête, pour déjouer les filatures. On tourne, on fait demi-tour, on change plusieurs fois de métro, et finalement, on prend un train de banlieue jusqu'à Sceaux. Là, on aurait pu croire que le petit jeu avait assez duré, mais non. Il nous entraîne encore pendant un bon quart d'heure, jusqu'à ce qu'on arrive enfin devant un petit pavillon. C'est là que Villon nous attend. Villon est à la fois chef du Front National et chef communiste. À la tête de sa petite armée de FTP, c'est un redoutable négociateur. Pour rallier De Gaulle, il veut le pouvoir sur la résistance. Que ce soit bien clair, sur le plan politique, il n'y a qu'une solution pour rassembler les Français. Cette solution s'appelle le Front National. Nous avons avec nous des catholiques, des socialistes, des militaires, des gens de tous horizons. Eh bien, nous estimons que c'est à ceux qui se battent en France aujourd'hui qu'il appartient de diriger la résistance, et non pas à De Gaulle depuis l'étranger. Voyez-vous, nos FTP n'ont pas attendu le signal de De Gaulle. Ce sont eux qui sont sur le front. Ce sont eux qui abattent des Boches tous les jours. Il faut avouer que c'est vrai. Les FTP sont les seuls à oser s'attaquer aux Allemands. Ils n'ont que de vieilles pétoires, mais ils y vont.
communistes font comme s'il n'y avait pas de représailles. Mais à chaque attentat, les Boches fusillent à tour de bras. Les FTP sont les premiers frappés. Les nazis les exécutent en plein Paris, au fort Ballard. Pour Londres, ces sacrifices sont inutiles. Nous avons ordre de faire arrêter les assassinats de Boche. Pour De Gaulle, ces actions isolées provoquent des représailles contre-productives. C'est la guerre. Chaque fois que les Allemands fusillent un Français, le lendemain, 10 nouvelles recrues se présentent à nous. Alors oui, c'est terrible. Mais il n'y a pas mieux que le sang versé pour donner aux hommes la volonté de se battre. Nous, on sait que le Front National, c'est les communistes. Et que les communistes, ils sont aux ordres de Staline. Mais Staline, il est à 3000 km. Ce n'est pas lui qui peut envoyer des armes au FTP, c'est De Gaulle. Du coup, Villon baisse d'un ton. Oh oui, nous reconnaissons De Gaulle comme chef de la France en guerre, puisqu'il faut une figure autant que ce soit la sienne, pour le moment. Villon joue double jeu, nous le savons. Mais il vaut mieux l'avoir avec nous que contre nous. Oh, naturellement, nous n'avons aucune raison de refuser de rencontrer les autres mouvements. Nous, ce que nous voulons, c'est rassembler les masses françaises. Nous avons réussi à obtenir de Villon qu'il s'assoie autour d'une même table avec les autres. Ça n'a l'air de rien, mais honnêtement, nous avons franchi un cap. Villon, c'est la dernière pièce du puzzle. Mais on se doute bien que ça ne plaira pas à Moulin. Lui, il reste sur l'idée qu'on aurait dû ignorer le Front National. On apprend que Moulin a décollé d'Angleterre. Il sera bientôt à Paris, avec toute autorité sur Passy et Brossolette. Nous, on n'attend pas Moulin. On va au bout de la mission. Et ça se passe dans ma planque, à Neuilly. Les chefs des 5 mouvements de zone nord sont enfin réunis autour d'une même table. Même le Front National. C'est la grande réussite de Passy et Brossolette. Mais la réunion commence mal. Pour l'armée secrète, ça coince. Villon refuse de stopper les attentats des FTP. Il est absolument hors de question de verser nos hommes dans une armée secrète si c'est pour qu'ensuite ils soient cantonnés dans des casernes clandestines et enfermés dans l'inaction. C'est totalement irresponsable. C'est une tactique suicidaire. Avec leur coup d'éclat prématuré, ils nous mettent tous en danger. FTP ou pas FTP, quand les Boches décident de frapper, ils font pas dans le détail. Nous refusons catégoriquement de nous tourner les pouces en attendant le débarquement. Est-ce bien clair? Chaque attentat rend la Gestapo encore plus féroce. On va tous se faire arrêter avant le débarquement. J'ai pris sur moi de leur proposer un compromis. Les FTP pourraient continuer leurs attentats, mais ce serait à nous de fixer les cibles. Et ça a eu l'air de convenir à Villon. Avec l'accord sur les FTP, Passy et Brossolette réussissent à régler la question de l'armée secrète. À Londres, De Gaulle va être satisfait. Mais la réunion dégénère sur la question des partis politiques. Le général a ordonné de les intégrer dans le futur Conseil de la Résistance. Un ordre qui sème la discorde. C'est des capitulards. Il n'y a pas de place pour eux, ni aujourd'hui, ni à la Libération. Oh bon, les anciens partis politiques, que voulez-vous que je vous dise? Ça sent toujours très mauvais lorsqu'on exhume des cadavres. À la Libération, c'est nous les résistants qui seront aux manettes. Pour ma part, je me tiens prêt. Ah, j'en suis ahuri. On croit rêver, vraiment, un panier de crabes. La seule chose qui les préoccupe, c'est d'obtenir le maximum de postes de préfet ou de ministre à la Libération. Non, vraiment, c'est lamentable. Ah, la pilule des partis, elle coince. Et moi, j'ai trouvé une formule pour la faire passer. Ils acceptent qu'on parle des grandes tendances de l'esprit français. Bon, ça évite au moins de s'empailler sur les partis. Et ça n'insulte pas l'avenir. Mais ce succès a un prix. En incluant le Front National, Passy et Brossolette lui offrent un siège dans le futur Conseil de la Résistance, en plus du siège déjà réservé au Parti communiste. Et ça, malgré les ordres de Moulin. Mais il ne le sait pas encore. Après un détour en zone sud, il est maintenant en chemin pour Paris.
Ce jour-là, les bombardiers américains pulvérisent les usines Renault de Billancourt, celles qui fabriquent des tanks pour les nazis. « 300 morts et plus de 1500 blessés parmi la population. Depuis ce matin, nous parcourons les rues désolées de la banlieue parisienne. Parmi les ruines et les deuils que les bombardiers anglo-américains ont à nouveau semés allègrement hier après-midi. La méthode ne change pas. En plein jour... Ce soir-là, on fait une entorse aux règles de sécurité. On se retrouve tous les trois dans la même planque, celle de Passy. Demain, sans doute, la propagande ennemie annoncera à grand son de trompe que tous les objectifs militaires qu'elle visait ont été atteints. Eh bien, on écoute Radio Paris, cette radio de collabos. Le moulin de Longchamp, objectif militaire, les centaines de femmes et d'enfants qui ont été tués. Non, réellement, une fois de plus, les Français savent où sont leurs ennemis. Moi aussi, j'ai fait de la radio. J'étais journaliste, je tenais même une chronique. Alors entendre des Français dire des horreurs pareilles, ça fait mal au cœur. Mais ceux-là, nous allons bientôt leur fermer leur clapet. Voilà tout ce que nous pouvons souhaiter en terminant ce reportage. Le compte à rebours de notre départ a déjà commencé. C'est pour la prochaine pleine lune. J'ai une mauvaise nouvelle pour eux, ils vont avoir un gros colis en plus. Il faut évacuer un de mes hommes. C'est un de mes radios qui picole trop, il met tout mon réseau en danger, et on n'a pas 50 solutions. Soit on le liquide, soit on le met dans un avion pour Londres. Donc nous repartons avec le radio alcoolique, mais il y a un imprévu. Je viens d'apprendre qu'il y avait un second passager. Un pilote américain dont le bombardier a été abattu au-dessus de la Bretagne. On l'a récupéré avec une épaule cassée, il faut le rapatrier d'urgence en Angleterre. C'est jamais bon de changer les plans au dernier moment, mais là, il va falloir qu'on tente une opération avec 2 avions. 2 avions en même temps, c'est très risqué. On n'est pas encore parti. De toute façon, on a une dernière affaire à régler. Moulin vient d'arriver à Paris. On a rendez-vous au Bois de Boulogne. Les retrouvailles sont plutôt houleuses. Ils se sont fait berner par les communistes. Ils auraient dû m'attendre. Au lieu de ça, ils ont fini par leur donner double ration. Une pour le parti, une pour le Front National. Ce pseudo-mouvement qu'on aurait mieux fait de dissoudre. Mais ça, c'est facile à dire. Nous sommes partis en aveugle. Nous avons débusqué tous les types qui comptent dans la résistance en zone nord. Des gars qui peuvent pas se sentir. Et nous avons réussi à les asseoir à la même table. C'est pas rien. Ils croient avoir tout réglé en quelques semaines. Mais ce n'est pas en quelques semaines que l'on peut régler des problèmes aussi complexes. C'est malheureux de voir ça. 2 représentants du général, et sans doute les meilleurs. D'autant plus qu'en élevant la voix, Moulin nous mettait tous en danger. Brossolette est un ambitieux. Je vois très bien ce qu'il a voulu faire avec cette mission. Il a voulu prendre ma place. Mais il n'y a qu'un seul patron ici. Et si ça ne lui plaît pas, qu'il aille à Londres s'expliquer avec le général. Heureusement, Passy s'interpose, sinon ils en seraient venus aux mains. On se sépare, le temps que tout le monde se calme. Le printemps est de retour. Les Allemands, eux, profitent des charmes de la capitale. Il y a des maisons closes réservées aux soldats. Les voir fricoter avec des Françaises, ça met tout le monde en rage. L'occupant prend du bon temps. Mais la résistance s'organise. Moulin s'est calmé. Il accepte de présider officiellement la réunion des chefs de zone nord. Il ne peut pas désavouer Passy et Brossolette devant les résistants sans affaiblir De Gaulle. En endossant notre travail, Moulin peut mettre sur les rails le Conseil national de la résistance, qui va imaginer la France d'après-guerre. Nous repartons demain soir. C'est bon. Londres nous envoie 2 Lysander.
C'est moi qui chaperonne le pilote américain qu'on a récupéré. Il parle pas un mot de français. Dans le train pour Rouen, il se cachait derrière un journal. Et pourtant, c'est bien moi qui ai failli faire tout capoter. En payant le café, je cherche de la monnaie dans ma poche, et là, ça m'échappe. Where the hell is my money? Une phrase en anglais. Merde. Heureusement, personne ne m'a entendu. La nuit même, on se retrouve à attendre au bord du champ. On grelotte. Trois agents secrets, un radio-alcoolique et un pilote américain blessé. Moi, je n'ai qu'une hantise, c'est que les avions ne viennent pas. Vers 1h du matin, on entend un ronronnement. Jacot et son équipe se précipitent pour envoyer le signal. On avait reçu l'ordre de prendre le premier avion. Il est toujours plus sûr. Parce qu'avec le bruit du premier avion, il y a toujours un risque qu'une patrouille rapplique au moment où le second atterrit. Mais de toute façon, on se serait fait couper en morceaux plutôt que de laisser nos amis derrière nous. J'obéis à Passy. Je décolle dans le premier avion. Le second atterrit presque aussitôt. Moi, je reste sur place. Alors, le pilote, gentiment, m'offre un paquet de chocolat, des cigarettes. Et puis, Passy me serre dans ses bras. Brossolette aussi. Mais il faut pas trop s'attendrir non plus, hein, avec tous les gendarmes qui traînent la nuit, alors je fais hâter leur décollage. En moins de 2 minutes, ça y est, on est en l'air. À bord, nous étions euphoriques. Quelle histoire! Un mois plus tard, à Londres, le général remet secrètement à Passy et à Brossolette la décoration la plus prestigieuse, la Croix de la Libération. Il ne peut pas les féliciter publiquement pour une opération clandestine, mais je sais bien ce que ça veut dire. Mission accomplie. La mission que j'ai confiée à Passy et à Brossolette était vitale, elle était périlleuse. Eh bien, ils s'en sont acquittés avec brio et avec un total mépris du danger. Grâce à eux, l'union des Français face à l'envahisseur a fait un grand pas en avant. Le pays leur doit beaucoup. Le même jour, à Paris, Jean Moulin préside la première réunion du Conseil national de la Résistance, qui proclame à la face du monde que De Gaulle est le seul chef de la France en guerre. Avec l'aide de ce Conseil de la Résistance, le général ne va faire qu'une bouchée de son rival, Giraud. Et il va s'imposer aux Alliés. La messe est dite. La France parle désormais d'une seule voix, la mienne. C'est la seule chose qui compte. Et tout le reste n'est que billevesée. De Gaulle, ce n'est pas un grand homme. Il est ambitieux, arrogant, égoïste. Il se considère comme le centre du monde. Et oui, de Gaulle, c'est un grand homme. Le fruit de notre mission, on peut l'admirer 1 an plus tard, au moment du débarquement. Pilotée par le BCRA du colonel Passy, l'armée secrète sort de l'ombre. Le jour J, elle exécute près de 1000 sabotages, qui retardent de 48 heures l'arrivée des renforts allemands en Normandie. Sans ça, les Alliés auraient peut-être été rejetés à la mer. À la Libération, De Gaulle a réussi son incroyable pari.
La France est dans le camp des vainqueurs et lui, à la tête de la France. Le pays est en liesse. Mais difficile de ne pas penser à ceux qui ne sont plus là. Jean Moulin a été arrêté peu après avoir créé le Conseil national de la résistance. Il est mort sous la torture, sans avoir parlé. Le colonel Touny, dénoncé par un collabo, a été fusillé. Médéric a été vaillant jusqu'au bout. Capturé par des policiers français, il s'est suicidé en avalant sa pilule de cyanure. Jacot a été arrêté juste après notre départ. Il a été déporté. Heureusement, il en est revenu. Tout comme Manès, qui a survécu à 2 ans de déportation. Et nous, les 3 de la mission, aujourd'hui on n'est plus que 2. Pierre n'avait qu'une idée. Repartir. À Londres, il était comme un lion en cage. Il était habité par l'idée que tout se passait sur le terrain. Et c'est pour ça qu'il est reparti en mission en France. Mais malheureusement, cette fois-ci, la chance a tourné. Au début de l'histoire, on savait bien qu'il y avait une règle et qu'on n'y échapperait pas. Pour la liberté, il y a toujours un prix à payer. Pierre a été arrêté. Il a été affreusement torturé pendant 2 jours au siège de la Gestapo, avenue Foch. Il a préféré se suicider en se jetant par la fenêtre, pour ne pas parler.